Bienvenue à bord de cette nouvelle vidéo. Pour éviter les échecs de lancement, je vous invite à vous mettre dès maintenant en orbite autour de cette chaîne YouTube. Une fois dans cet espace, n'hésitez pas à me faire signe du pouce et à m'envoyer des commentaires, radio bien sûr. L'astronomie est une des sciences les plus accessibles au grand public, puisqu'il nous suffit simplement de lever nos yeux vers le ciel et d'admirer le spectacle. Au-delà des objets les plus communs que l'on peut observer, les étoiles, la Voie lactée, la Lune et les planètes, le ciel nous offre parfois des phénomènes rares et fascinants. Aujourd'hui, nous allons parler de ces nuages brillants visibles dans le ciel nocturne, aux structures étonnantes, aux couleurs parfois incroyables et aux origines encore questionnées. Les nuages noctiluques sont les nuages les plus hauts connus sur Terre, culminant à plus de 80 km d'altitude dans une couche de l'atmosphère appelée mésosphère. Composés de poussière de météorites piégées dans de la glace, ces nuages extraordinaires n'ont pas encore dévoilé tous leurs secrets. Même s'ils peuvent être observés en France, leurs très rares occurrences et leurs conditions particulières d'observation font d'eux un phénomène encore plus difficile à chasser que celui des aurores boréales. Alors que sont-ils exactement? Pourquoi sont-ils lumineux? Quand et où les observer? Que représentent ces structures ondulées? Et comment les photographier? Bref, et si cet été nous partions ensemble à la chasse aux nuages noctiluques? Pour une version écrite plus courte, je vous renvoie vers l'article associé sur le blog Astrospace. Bonne lecture ou bon visionnage si vous choisissez de rester sur cette version vidéo beaucoup plus complète. Il faut savoir qu'il existe une multitude de termes pour désigner ces nuages. Nuages noctiluques, nuages noctulescents, nuages polaires ou encore nuages mésosphériques. En anglais, le terme que l'on retrouve le plus souvent est Noctulation Cloud et plus fréquemment raccourci par NLC, abréviation que je suis susceptible de réutiliser dans cette vidéo. Plus rigoureusement, lorsque ces nuages sont observés de l'espace, depuis la Station Spatiale Internationale ISS ou depuis des satellites, on parle de nuages polaires mésosphériques ou PMC en anglais. Contrairement à ce que leur nom pourrait suggérer, ces nuages noctulescents sont assez différents des nuages plus classiques observables dans le ciel de tous les jours. Qualifiés de nuages brillants nocturnes, en France, ils apparaissent comme un voile lumineux blanc ou bleuté, évoluant très bas en direction du nord. Leurs structures sont le plus souvent très détaillées, présentant des formes ondulées extraordinaires et évoluant lentement en l'espace de quelques minutes. Comme nous allons le démontrer, un tel spectacle n'est réservé qu'à certains endroits de la planète, à une certaine période de l'année, et uniquement quelques heures après le coucher du soleil ou quelques heures avant son lever. Ces nuages mésosphériques appartiennent à une couche très haute de l'atmosphère dont leur nom est hérité, la mésosphère. S'étendant de 50 à 85 km d'altitude, elle se trouve juste en dessous de la thermosphère et juste au-dessus de la stratosphère. Les nuages noctulescents, eux, se situent quasiment à la limite supérieure de la mésosphère, appelée mésopause, à environ 83 km sur une épaisseur de 2 à 3 km. Là où les nuages plus classiques, comme les stratus, cumulus, cumulonimbus, cirrus et j'en passe, sont majoritairement contenus au sein de la troposphère, qui, elle, s'étale du niveau de la mer jusqu'à environ une quinzaine de kilomètres d'altitude. Bien évidemment, on sait tous que les nuages n'émettent pas de lumière directe, mais réfléchissent celle du soleil. Alors pourquoi les nuages noctulescents semblent-ils briller en pleine nuit, et pourquoi ne sont-ils pas visibles en plein jour? Les NLC sont certes les nuages les plus hauts de l'atmosphère, mais également les plus ténus. Présents exclusivement au-dessus des pôles, ils sont composés de très fines particules issues de météorites et de cristaux de glace, formant un film très mince, peu dense, que l'on peut assimiler à de la fumée de cigarette par exemple. Cette faible densité, expliquée par la très basse pression de la mésosphère, est ce qui les rend indétectables lorsque le soleil les éclaire par le dessus en pleine journée. Puisque 80% de la masse de l'atmosphère est contenue dans la troposphère, de 0 à 12 km d'altitude, c'est à ce niveau que la majeure partie de la lumière solaire en pleine journée est absorbée et que l'atmosphère diffuse le bleu. C'est grâce à cette diffusion, appelée diffusion de Rayleigh, que le ciel est bleu, que le soleil est jaune vu depuis la Terre et qu'il rougit à mesure qu'il se rapproche de l'horizon lors d'un coucher de soleil. Néanmoins, c'est à cause de cette diffusion du bleu que nous ne parvenons pas à observer d'étoiles la journée, puisque l'atmosphère étale l'énergie lumineuse du soleil, rendant ainsi le ciel opaque. La mésosphère, quant à elle, représente moins de 1% de la masse totale de l'atmosphère et est située 40 km plus haut que la troposphère. Par conséquent,
La diffusion de la lumière du soleil par la mésosphère et par les nuages noctiluques est ridicule par rapport aux couches inférieures dont on vient de parler, la stratosphère et la troposphère. Finalement, en pleine journée, observer des nuages noctiluques revient à essayer d'observer ce qui se trouverait derrière une épaisse nappe de brouillard lorsqu'elle est éclairée avec des phares de voiture. C'est-à-dire, on ne verrait strictement rien. C'est pour cette raison que les NLC sont donc invisibles pour nos yeux en pleine journée. Pour pouvoir détecter les nuages noctiluques, il faut donc attendre que le soleil soit sous l'horizon, juste assez pour que les rayons du soleil puissent encore éclairer par le dessous la mésosphère, tout en masquant les basses couches de l'atmosphère situées dans l'ombre de la Terre. Seulement 1% de la lumière solaire est renvoyée par ces nuages mésosphériques, par le phénomène de réflexion diffuse, comme sur un nuage classique, mais ici avec beaucoup moins d'intensité. De cette configuration particulière de visibilité des NLC découle une position du Soleil idéale par rapport à l'horizon. Il faut donc que le Soleil se trouve entre 6 et 16 degrés sous l'horizon nord ou sud pour que sa lumière puisse être réfléchie par les nuages noctulescents, ce qui correspond à une période bien précise de la nuit, entre 1 à 2 heures après le coucher du Soleil, ou encore 1 à 2 heures avant son lever. À ce moment-là, seuls les nuages mésosphériques peuvent être éclairés par le Soleil, alors que les nuages classiques de la troposphère, comme les cirrus, sont eux noyés dans l'obscurité car situés à plus basse altitude. Il est donc très facile de discriminer, de distinguer les nuages noctiluques de ceux qui n'en sont pas. Les NLC sont brillants, alors que les autres nuages sont tous dans l'ombre. Avec tout ce qu'on vient d'expliquer, on pourrait penser que les NLC sont visibles depuis n'importe quel endroit de la planète, tous les soirs et tous les matins, entre 1 à 2 heures après le coucher ou avant le lever du soleil. Malheureusement, il n'en est rien, car souvenez-vous que ces nuages polaires sont localisés au-dessus des pôles nord et sud, alors où et quand les observer précisément ? Premièrement, la contrainte géographique. Il faut se trouver dans une zone relativement proche des pôles, c'est-à-dire à de hautes et moyennes latitudes pour l'hémisphère nord, entre 45 et 65 degrés nord précisément. Les nuages noctiluques seront localisés juste au-dessus de l'horizon nord-nord-ouest si vous les observez après le coucher du soleil, ou au-dessus de l'horizon nord-nord-est tôt le matin. Lors d'apparitions rares et intenses, la zone de visibilité des noctiluques peut recouvrir toute la France métropolitaine ainsi que le Québec. On est donc très chanceux. Deuxièmement, la contrainte temporelle. Pour que les NLC réfléchissent la lumière, il faut que le soleil soit au plus proche de l'horizon nord. Et à quelle période de l'année le soleil se couche et se lève au plus près de l'horizon nord ? Entre fin mai et fin juillet, centré autour du solstice d'été. C'est en effet lors du solstice d'été que le soleil s'enfonce le moins profondément sous l'horizon nord, avec un faible angle d'incidence. Ce qui explique d'autre part pourquoi les nuits d'été sont aussi courtes, et pourquoi il faut également attendre plusieurs heures pour que le ciel nocturne devienne complètement noir. Il faut savoir que la période optimale d'observation durant laquelle la France a pu profiter des plus belles apparitions des nuages noctiluques de ces dernières années a toujours été centrée autour du 21 juin, c'est-à-dire en accord quasi parfait avec la date exacte du solstice d'été. À prendre ici comme une coïncidence. Enfin, une coïncidence plutôt intrigante. On a pu les voir partout en France, des Hauts-de-France jusqu'à la Corse, en passant par la Normandie, la région parisienne, la Bretagne, les Alpes, les Pyrénées, bref, vraiment partout en France. Par exemple, il est très probable qu'un nouvel épisode extraordinaire se produise à nouveau cette année autour de cette date. On l'espère, ou du moins on croise les doigts, et avec ce que l'on va évoquer en fin de vidéo, à l'avenir, les nuages noctiluques seront vraisemblablement observés de plus en plus fréquemment depuis des zones du sud qui pourtant se situaient initialement en dehors de la zone théorique de visibilité. Bien évidemment, plus vous serez situé vers le nord, à des latitudes plus hautes que 45 degrés, plus vous aurez de chances d'observer des noctiluques plus étendus au-dessus de l'horizon, et ce, avec moins de difficultés. Voilà, maintenant que l'on sait quand et où observer ces nuages dans le ciel, passons au vif du sujet, à savoir ce que l'on sait sur leur origine, leur évolution et leur composition. Historiquement, la première observation de ces nuages se fit en 1885 par Thomas Backhaus, 2 ans après une violente éruption du volcan de l'île Krakatoa en Indonésie. À l'époque, on pensait qu'il existait une corrélation entre ces nuages et l'éjection de fumée du volcan dans les hautes couches de l'atmosphère. Récemment, Gadsden et Schroeder, en 1989, n'ont révélé aucun lien entre les deux événements et ont expliqué que l'observation tardive des nuages noctiluques en 1885 s'est faite suite à une étude approfondie de l'atmosphère à cause de cette éruption. La composition des NLC est un des éléments qui a été le plus débattu. Dans les années 60, beaucoup de scientifiques ont étudié avec attention ces mystérieux nuages, par l'intermédiaire de stations d'observation au sol et par l'intermédiaire de fusées-sondes.
On sait maintenant que les nuages noctulescents sont composés de poussière d'origine météoritique mêlée à de la glace. En effet, la mésosphère est une couche relativement froide, où la température la plus basse peut atteindre les – 143 degrés Celsius, ça donne froid dans le dos, n'est-ce pas? Cette basse température, associée à la très faible pression de la mésosphère, sont donc favorables à la formation de glace. Paradoxalement, ce minimum de température est atteint en été, ce qui explique pourquoi les nuages noctiluques ne sont visibles qu'entre le mois de mai et août environ, là où la mésosphère est la plus froide. En 1963, des scientifiques américains ont essayé de reproduire artificiellement des NLC en envoyant des fusées-sondes libérant de l'eau dans la mésosphère. En quelques heures, les 2 kg d'eau liquide auraient dû se transformer en glace et former ainsi un nuage noctulescent de 1 km de diamètre. Malheureusement, aucun nuage artificiel ne fut visible, ce qui suggérait que la glace seule ne pouvait pas être à l'origine des NLC. Lors de sondages par fusée complémentaires, des particules de nickel et de fer entourées de glace furent détectées et collectées. C'est à ce moment-là que l'hypothèse d'une origine extraterrestre de la poussière formant ces NLC fut proposée. La taille de ces particules, de l'ordre de 50 nanomètres, ainsi que leur taux de concentration dans la mésosphère, sont en corrélation avec les poussières issues de météorites piégées lors de leur entrée fracassante dans l'atmosphère. Ces particules d'étoiles filantes venues de l'espace servent donc de base solide sur laquelle la glace peut se former. La recette des nuages noctiluques demande donc l'usage de 3 ingrédients. Une forte concentration de vapeur d'eau, une très basse température pour former de la glace, et des micro-poussières laissées par le passage des météores. C'est l'association de ces 3 éléments qui forment les minces particules des nuages noctiluques, assez grosses cependant pour diffuser la lumière solaire. Puisque ces poussières ont une taille avoisinant les longueurs d'onde de la lumière visible, elles la diffusent par le principe de diffusion de Mie. Des mesures ont prouvé que la diffusion de la lumière au sein des noctiluques est plus importante pour les petites longueurs d'onde entre 400 et 450 nanomètres, associées à la couleur bleue. C'est pour cette raison que les NLC apparaissent d'une couleur blanche bleutée très caractéristique. Dans certains cas, on peut également voir sur les images une teinte rouge, présente sur la partie supérieure des noctiluques. Puisque la lumière solaire vient par en dessous, les rayons traversant le plus d'atmosphère sont ceux qui sont réfléchis sur la partie haute des NLC. Tout comme un soleil rouge couchant, cette partie des NLC peut devenir rouge. Malgré tout, cette coloration n'est pas visible systématiquement, car elle dépend de plusieurs facteurs, l'étendue des nuages dans le ciel, la position du soleil sous l'horizon et la concentration en ozone dans l'atmosphère. Les nuages noctulescents dont les particules sont soumises entre autres au vent de haute altitude évoluent extrêmement vite. En 1962, le scientifique Witt a estimé leur vitesse entre 70 et 135 mètres par seconde, soit entre 252 et 485 km/h. C'est pourquoi il faut éviter de faire des photos de plusieurs dizaines de secondes, car vos images risqueront d'être assez floues. Leur aspect de vague témoigne des échanges de quantités de mouvement, des quantités d'énergie entre les différentes strates qui composent l'atmosphère. Bien que les structures des noctiluques soient complètement différentes d'une nuit à l'autre, ou même d'un matin au soir, il existe des signatures particulières, des formes que l'on retrouve le plus souvent sur toutes ces apparitions. Les scientifiques ont alors créé un jargon reliant 4 types de nuages noctiluques à leurs formes communes récurrentes. Ces types de NLC peuvent être observés soit individuellement, ou soit simultanément lors d'une même apparition. Le type 1 désigne une structure en forme de voile, c'est-à-dire un aspect très diffus sans aucune structure détaillée observable, une sorte de fumée blanche ou bleue se détachant du ciel. Le type 2 fait référence à des bandes ou filaments pouvant être parallèles entre eux ou se chevaucher. Le terme type 2A désigne des bandes diffuses aux contours flous, alors que le terme 2B désigne des bandes contrastées aux contours nets. Le type 3 est sans doute celui qui caractérise le plus les NLC et celui que l'on souhaite tous observer, les vagues. Le type 3A fait référence à des petites vagues quasi rectilignes et étroites, similaires aux nervures du sable mouillé à marée basse, et le type 3B concerne des vagues avec une présence d'ondulation, une des plus belles manifestations des NLC. D'ailleurs, je souligne ici les très belles images depuis le début de cette vidéo de Adrien Mauduit, un astrophotographe français de talent qui a pu vraiment se spécialiser dans la photographie des nuages noctiluques au cours de ces dernières années. Son travail est vraiment magnifique. Enfin, le type 4 regroupe les structures à tendance tournante ou tordue, des sortes de morceaux de courbes ressemblant à des débuts de spirale. Les sous-catégories 4A, 4B et 4C nous informent juste sur la taille de ces morceaux courbés, des plus petits aux plus étendus. D'autres types servent à désigner des structures assez rares et complexes de nuages noctulescents. Le type S pour des nœuds brillants, le type P pour des structures tourbillonnantes,
le type V pour des structures en forme de toile ou quadrillage, et enfin le type O pour des structures qui ne rentrent dans aucune des catégories existantes. Tous ces attributs décrivant l'aspect des nuages noctiluques sont différents, mais un point commun les relie, leur cause ou origine. Ils sont tous générés par des mouvements à larges échelles causés par des ondes perturbatrices de l'atmosphère, appelées ondes de gravité. Ce sont elles qui génèrent ces structures de vagues, de bandes et courbes très caractéristiques des nuages noctulescents. Allez, c'est parti pour un point un peu théorique, mais fondamental. Une onde de gravité, à ne pas confondre avec les ondes gravitationnelles en astrophysique, est produite lorsque l'atmosphère est parcourue par un volume de fluide. Un volume de fluide que l'on va appeler V, se déplaçant suivant un axe qui n'est pas horizontal dans l'atmosphère. Ce volume de fluide est soumis à la gravité, qui le fait perdre de l'altitude. Il tombe vers le bas. Cependant, une propriété fondamentale de l'atmosphère est que sa densité diminue avec l'altitude. Ainsi, lorsque ce volume de fluide se déplaçant vers le bas par gravité atteint une altitude telle que sa densité est inférieure à celle de l'air, ce fluide change de direction et remonte par la poussée d'Archimède, comme un flotteur plongé dans l'eau. A l'inverse, lorsque le fluide traverse des couches atmosphériques de moins en moins denses à mesure qu'il s'élève, la force de gravité l'emporte et il se redirige à nouveau vers le sol. C'est cette oscillation verticale qui génère une onde se propageant perpendiculairement au mouvement. Une onde transverse, appelée onde de gravité. Les ondes de gravité sont en quelque sorte des vagues en 3 dimensions qui déferlent dans les couches de l'atmosphère. Les éléments déclencheurs de ces mouvements d'ondes de gravité trouvent leur origine principalement dans la troposphère, comme la topographie, le flux d'air est perturbé par le relief présent à la surface de la Terre, la convection thermique, des échanges de masses d'air chaud ou froid qui engendrent des mouvements verticaux, le même phénomène que l'on retrouve dans les étoiles, et les courants de jet, des vents causés par l'interaction entre la force de Coriolis et les variations de pression de l'atmosphère. On ne va pas s'éterniser là-dessus, sur les ondes de gravité, notamment parce qu'elles font appel à des notions assez complexes de la mécanique des fluides, de la météorologie, etc. Et n'étant pas spécialiste du domaine, je préfère que vous alliez voir des sources de confiance et des personnes expertes si vous souhaitez en connaître davantage. Toujours est-il que la mésosphère permet de visualiser ces ondes de gravité grâce aux particules présentes dans les nuages noctiluques. En étudiant le mouvement de ces nuages, à l'aide de vidéos accélérées comme des timelapses que l'on voit ici, les scientifiques arrivent non seulement à éclaircir le mystère de ces nuages, mais surtout à mieux comprendre la dynamique complexe de l'atmosphère. Finalement, l'étude des NLC va au-delà des intérêts de l'astronomie, puisqu'elle s'inscrit dans le domaine plus large de l'environnement et de la géophysique. Par exemple, de récentes études publiées en 2020 suggèrent que les anticyclones favorisent le refroidissement de la mésosphère, et donc la formation des nuages noctiluques, et que les cyclones génèrent d'importantes perturbations se propageant sous forme d'ondes de gravité jusque dans la mésosphère, produisant ainsi les instabilités apparentes des NLC. Néanmoins, ces dernières décennies, les scientifiques ont remarqué que l'activité des nuages noctulescents ainsi que leur intensité ont connu une très forte hausse. Pourquoi ? L'activité humaine. Les effets du réchauffement climatique et l'augmentation des gaz à effet de serre sont en lien direct avec la présence des nuages mésosphériques. Pour rappel, nous avons vu que pour former les nuages noctulescents, la mésosphère doit être assez froide et assez humide, et bien sûr doit contenir des poussières de météorites. Et bien d'un côté, l'augmentation du refroidissement de la mésosphère est causée par le dioxyde de carbone, et de l'autre, l'apport en humidité est favorisé par le méthane. Revenons au dioxyde de carbone. Oui, vous avez bien entendu, le CO2 refroidit l'atmosphère. Pourtant, on sait tous que le CO2 est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique puisqu'il empêche d'évacuer la chaleur émise par la surface de la Terre. Cela dit, cet effet de réchauffement par le CO2 n'est valable que près de la surface, là où l'atmosphère contient la quasi-totalité de sa masse, c'est-à-dire dans la troposphère. Ce n'est pas le cas des hautes couches de l'atmosphère, la stratosphère, la mésosphère et la thermosphère, qui elles subissent un refroidissement car le CO2 contribue à dissiper la chaleur en provenance du Soleil vers l'espace. Dans la mésosphère, par exemple, la pression est tellement faible que le rayonnement solaire absorbé par le dioxyde de carbone, puis réémis en infrarouge, ne rencontre que très peu de matière qui pourrait conserver cette chaleur, conserver cette énergie. Les photons infrarouges énergétiques interagissent donc très peu et sont en majorité renvoyés vers l'espace. Plus la mésosphère contient de CO2, plus l'énergie du rayonnement infrarouge solaire est dissipée, conduisant ainsi à un refroidissement de la mésosphère. Enfin, le méthane, un gaz à effet de serre lui aussi produit en grande partie par l'activité humaine, notamment par l'élevage intensif, augmente l'humidité de la mésosphère.
À mesure qu'il s'élève dans l'atmosphère, le méthane s'oxyde pour former de l'eau. Cette oxydation assez complexe du méthane est un des processus générant la plus grande quantité de vapeur d'eau dans la stratosphère et la mésosphère. Tous ces récents résultats scientifiques ont été obtenus en majeure partie grâce au satellite américain AIM, lancé par la NASA le 25 avril 2007. Pour info, le lanceur utilisé est assez original et méconnu, une fusée Pegasus XL de la société Orbital, portée et lancée depuis un avion. And ignition of the Pegasus rocket with the AIM spacecraft for clues about the mystery of the Earth's highest clouds at the edge of space. Revenons. AIM est le premier satellite entièrement dédié à l'étude de la mésosphère. Pesant 200 kg et évoluant en orbite basse à 550 km d'altitude, sa mission aurait dû durer 2 ans, mais depuis 2007, il reste opérationnel et permet entre autres de réaliser une vue panoramique détaillée des nuages polaires mésosphériques lors de ses survols réguliers des pôles Nord et Sud. C'est en consultant ces données accessibles librement sur le site de la NASA que les observateurs passionnés de NLC déterminent s'il y a des chances pour que les nuages Noctiluc soient visibles ou non depuis leur région. Je vous mets le lien en description, c'est une info vraiment très utile, notamment pour préparer une éventuelle session photographique avec ces nuages assez timides, il faut le dire. Et bien justement, c'est ce qui nous amène à la partie suivante, comment photographier les nuages noctulescents. D'un point de vue technique, photographier ces nuages Noctiluc n'est pas très compliqué. Au minimum, il vous suffit de disposer d'un appareil photo équipé d'un mode manuel, d'un trépied et d'un objectif. Un objectif grand angle si vous souhaitez photographier les nuages Noctiluc dans leur ensemble en composant avec un premier plan intéressant par exemple, ou alors un objectif plus puissant avec un plus fort grossissement du genre 50 mm f1.8 ou un objectif zoom si vous aimeriez capturer les détails des structures. Puisque chaque apparition de ces nuages est différente et que chaque ciel est différent, il est difficile pour moi de vous donner des réglages précis pour les capturer correctement. Ma recommandation cependant, c'est de prendre des images avant que les Noctiluc n'arrivent. De cette manière, vous pourrez tester différents réglages de votre appareil photo afin de mieux évaluer la luminosité du ciel à ce moment-là. Le plus important est de choisir un temps d'exposition assez court pour ne pas que les Noctiluc aient le temps de bouger et donc de flouter votre image. Je vous invite à consulter mon article Astrospace pour plus de conseils concernant la photographie des nuages Noctiluc. Comme je le disais juste avant, la technique photo est relativement facile. D'ailleurs, je suis même quasi sûr qu'avec un smartphone ou un appareil photo en mode automatique, on arriverait à sortir des photos tout à fait respectables. Le plus difficile dans tout ça, c'est de bénéficier des conditions propices à l'observation de ces nuages. Et avec les NLC, il faut être patient, très patient. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu que vous n'êtes jamais sûr à 100% que ce soir au crépuscule ou demain à l'aube, vous apercevrez des nuages noctulescents. Même si on est dans la période d'observation des Noctiluc, entre fin mai et fin juillet, même si on regarde au bon endroit, autour de l'horizon nord, et au bon moment de la nuit, 1 à 2 heures après le coucher du soleil ou avant son lever, en aucun cas cela ne signifie que vous verrez et photographierez systématiquement ces merveilleux nuages. Et je sais de quoi je parle. Il y a quelques années, je m'étais levé 4 ou 5 jours d'affilée, vers 3h30, 4h du matin, en plein mois de juin, pour tenter de les apercevoir. Résultat, aucun. Et lorsque j'ai choisi de ne pas me réveiller le 6e jour, j'ai appris qu'ils étaient visibles du nord au sud de la France. Les NLC sont donc difficilement prédictibles et le meilleur moyen de savoir s'ils seront visibles ce soir ou demain matin est de surveiller le ciel en direct par vous-même depuis votre point d'observation et également de surveiller ce qui se passe dans les autres pays du monde à l'heure actuelle. À ce sujet, je vous conseille de vous rendre sur Twitter, où il existe une grande communauté d'observateurs passionnés qui alertent quasiment en temps réel la présence de nuages Noctiluc avec le hashtag NLC, le hashtag NLCNow ou encore la version française hashtag NLC France. Vous pouvez également aller sur le groupe Facebook Observateurs de météores, nuages Noctiluc, phénomènes lumineux du ciel pour partager vos observations en direct et consulter celles des autres. Les connaissances très limitées que nous avons actuellement des nuages mésosphériques viennent majoritairement du fait que la mésosphère reste difficilement accessible à l'homme. 83 km d'altitude, c'est trop haut pour lancer un ballon sonde à l'hélium, mais c'est également trop bas pour envoyer un satellite en orbite. Les moyens actuels se résument au sondage par fusée-sonde, avec tous les inconvénients que cela engendre, et à l'observation depuis l'espace et depuis le sol en imagerie visible, ou bien par écho-radio. Depuis les années 60, les scientifiques ont toujours utilisé la méthode traditionnelle de mesure des nuages Noctiluc, la photographie. Avec de simples images prises successivement pour former un timelapse, un grand nombre de données scientifiques peuvent être extraites.
Ainsi, de simples photographes passionnés par le ciel et l'espace, comme vous et moi, peuvent contribuer au recensement et à l'analyse des nuages noctiluques partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle de la science participative. Avec le dérèglement climatique qui accentue leur présence et leur intensité, peut-être qu'un jour les NLC seront visibles toutes les nuits d'été sur une zone très étendue du ciel et depuis des endroits insoupçonnés, très éloignés des pôles. En tout cas, une chose est sûre, l'étude de ces NLC permet de mieux comprendre les phénomènes de notre atmosphère et de mieux identifier les changements que produit l'activité humaine sur son environnement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris 2-3 trucs et surtout qu'elle vous a donné l'envie de chasser ces nuages rares cet été, comme l'été prochain et l'été suivant. Je remercie le scientifique et photographe de talent Adrien Mauduit pour avoir illustré en grande partie cette vidéo avec ces images fantastiques des nuages noctiluques. C'est très rare d'avoir des images de cette qualité, encore plus en énorme quantité, et venant d'une seule et même personne. Donc merci Adrien pour vos images splendides, et d'ailleurs je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne YouTube d'Adrien et sur ses réseaux sociaux, vous aurez plein d'étoiles dans les yeux et plein d'aurores dans les yeux, c'est garanti. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à partager cette vidéo et n'oubliez surtout pas de toujours garder les yeux levés vers le ciel.